le F-104D, là, qui est là, 4 millions de dollars, en l'état. Parce que l'avion, actuellement, il n'est pas en état de vol, il est démonté dans un hangar. Un F-104, potentiellement à remettre en état de vol, 4 millions de dollars. Il y a une dizaine de jours, j'avais publié une brève sur Aérobuzz à propos d'un avion assez exceptionnel qui était actuellement en vente. Alors, c'est pas un TF-104, c'est un CF-104D. Alors, CF, pourquoi? Parce qu'il est construit par Canadair, au Canada, dans les années 60. Lockheed a concédé la production des F-104 à plusieurs industriels, dont Canadair, parce que la demande était telle pour cet avion, qui a quand même été vendu dans toute l'Europe, par exemple, mais aussi au Japon et dans bien d'autres pays, était telle qu'ils ont concédé la production à un certain nombre d'industriels aéronautiques. Canadair, la firme donc canadienne Canadair, sans E à la fin, était un peu spécialiste de la production d'avions sous licence. Il l'avait fait pour le F-86 Sabre, hein, les fameux sabres avec les réacteurs Oranda, dont on a un exemplaire qui vole chez Mistral Warbird, en France, c'est un Canadair aussi. Il l'avait fait aussi pour un certain nombre de Starfighter, pour l'aviation canadienne, mais aussi qui ont été exportés vers l'Europe. C'était la même chose sur les T-33. En fait, Canadair, quelque part, ils ont 3 avions qui sont vraiment des purs avions Canadair, c'est-à-dire qu'il y a le Tutor, l'avion d'entraînement côte-côte, il y a le Canadair CL215 et son CL415, et puis il y a le CRJ, le Canadair Regional Jet. Voilà, Canadair, en fait, a fait toute sa carrière, enfin, toute la carrière industrielle du groupe Canadair, ça a été essentiellement de l'avion produit sous licence, dont ce Starfighter-là. C'est pour ça, quand on parle du Canadair en ne parlant que du bombardier d'eau, c'est un peu dommage, parce qu'en fait, on passe à côté d'une grande histoire industrielle canadienne. Et alors oui, je suis le premier à le dire, hein, de toute façon, je suis le premier à utiliser le mot Canadair quand il faut, mais c'est vrai qu'il faut remettre en perspective le fait que c'est une boîte qui a quand même produit des milliers et des milliers d'avions. Et pas des petits, le F-104, c'est quand même pas l'avion... à l'époque de sa production, c'était quand même le chasseur le plus performant, donc on ne confiait pas ça à des industriels à la petite semaine. Donc voilà. Ce CF-104 est à vendre, il n'est pas très usé. Il a 3031 heures de vol. Ce qui n'est pas beaucoup pour un avion qui a volé, qui a été construit en 1962, utilisé par la Royal Canadian Air Force, puis transféré à la Norvège. Et puis, dans les années 90, il a été acheté par des civils, des privés aux États-Unis. Et jusqu'à assez récemment, 2017, c'est un avion qui volait. Alors, pour des missions expérimentales pour le compte de la NASA ou des universités de Floride, parce qu'ils étaient basés au Kennedy Space Center. Il participait à des meetings aériens en patrouille avec 2 autres Starfighter monoplaces qui avaient la même décoration. Il y avait aussi la possibilité de faire voler des civils à bord. Alors, c'est un peu comme le Mirage 3 en Suisse. Fallait avoir un portefeuille un petit peu garni. Le petit vol en F-104, avec passage du mur du son, tout ça, 30 000 dollars. Ouais, enfin, en même temps, quand on voit la complexité de l'avion, c'est pas très étonnant. Et donc l'avion que vous avez à l'écran, il est actuellement en vente sur le site Platinum Fighter, qui est un site de vente de Warbird, spécialisé dans les Warbirds. Il était précédemment vendu par un autre site, Barnstormer je crois, et il était mis à prix à plus de 4 millions de dollars. Et si je vous en parle, c'est juste pour vous parler des prix des Warbirds et des types de Warbirds qu'on peut trouver à la vente actuellement. Le F-104D, là, qui est là, 4 millions de dollars, en l'état. Parce que l'avion, actuellement, il n'est pas en état de vol, il est démonté dans un hangar. Un F-104, potentiellement à remettre en état de vol, 4 millions de dollars. Je ne sais pas qui osera investir là-dedans, parce que là, il y a 4 millions pour acheter l'avion, mais derrière, il y a une grosse GV à faire, parce que sur ces avions-là, il y a un point que beaucoup de passionnés d'aviation ne connaissent pas, mais sur les sièges éjectables,
qui sont là des Martin Baker Mark 7, si mes souvenirs sont bons, qui sont des sièges assez anciens maintenant, qui sont plus produits, qui sont toujours soutenus par Martin Baker, mais c'est pas gratuit. Les charges pyrotechniques qui sont utilisées pour l'éjection ont des dates de péremption. Et la plupart des Mark 7 actuellement en service sont des sièges qui sont devenus très anciens et donc pour lesquels les pièces détachées, quelque part, sont devenues très difficiles, voire très chères. Et c'est un point crucial. Si vous n'avez pas les sièges éjectables opérationnels sur le F-104, vous ne pourrez pas le faire voler. Il n'y aura jamais le coup de tampon de la DGAC ou de la FAA pour vous être autorisé à faire voler. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il a été arrêté de vol en 2017. C'est que peut-être que les sièges arrivaient à péremption et que le prix pour les remettre à jour était prohibitif. Alors j'ai quand même regardé sur le site de Martin Baker. Eux donnent 150 sièges Mark 7 encore en service. Ils sont principalement utilisés sur des F4. Alors je ne sais pas si le site est très à jour, puisqu'on a un certain nombre de pays qui ont abandonné leur fantôme il n'y a pas très très longtemps. Il y a eu la Corée et le Japon notamment. Il reste des F4 en Turquie, en Iran, il me semble, et en Grèce. Donc il reste 3 pays, et ça représenterait un total d'environ 150 sièges éjectables Mark 7, donc ça veut dire 75 avions à peu près. Donc évidemment, il y a une pénurie de pièces détachées, il y a une pression financière aussi sur ces pièces détachées-là, et ça fait partie des facteurs qui peuvent entraîner le retrait de service d'un avion, c'est que il est plus soutenu, alors que ce soit le réacteur, les sièges ou d'autres pièces importantes qui font que c'est plus possible de les faire voler. Néanmoins, un F-104, démonté, avec les sièges à refaire, c'est 4 millions de dollars. Alors, il était mis à prix à ce tarif-là sur le premier site. Sur Platinum Fighter, il n'y a pas d'indication de prix. Il faut contacter le propriétaire pour discuter avec lui du prix auquel il serait prêt à céder son avion. À mon avis, les 4 millions, il ne les aura jamais. Tout simplement parce que non, personne ne mettra ce prix-là sur un avion comme ça aujourd'hui. Bon, c'est gourmand en carburant, mais c'est gourmand en assurance, c'est gourmand en technique, parce que c'est un avion où la maintenance, elle doit être très très précise. Il y a un F-104, qui est aussi un CF-104D, qui vole en Norvège. Il a été remis en état de vol en 2016, lui, et je sais qu'au moment du Covid, il était arrêté de vol justement pour un problème de sièges éjectables, de péremption des sièges éjectables. Donc lui, l'autre CF-104D relève de Friends of Norwegian Starfighters. Il est basé à Bodø en Norvège. C'est un avion qui a le même parcours canadien, construit au Canada, utilisé au Canada, transféré à la Norvège ensuite. Mais lui est resté là-bas et donc il est Warbird. Alors, aux dernières nouvelles, il n'a plus volé depuis 2023, donc ça fait 2 ans qu'il n'a plus volé, mais il est encore apte à faire des runs sur la piste. Il en a fait encore il n'y a pas très très longtemps. Et en F-104 en état de vol, il y en a un qui a volé donc à l'occasion du meeting centenaire de l'aviation italienne l'année dernière. Je pense que c'était un avion de chez Starfighters, mais ça devait être un monoplace. Pour ceux qui y étaient, ça devait être un sacré truc. Voir voler un F-104, alors moi j'ai eu la chance d'en voir voler 3-4 fois, pas plus. C'est un truc impressionnant. L'avion est en finale à la vitesse où les autres font leur démonstration en vol. C'est incroyable. Alors, le F-104, je ne vais pas en parler plus que ça, parce que comme j'ai fait un truc sur le Corsair qui a plutôt bien marché, je me réserve ce genre de sujet pour des monographies. Il y a tellement à dire sur le F-104, notamment sur le F-104 allemand ou belge, que je vais me garder le sujet pour plus tard. On parlera de sa réputation plus tard, tout ça. Mais dire que voir un F-104 Starfighter en meeting aérien, c'est un truc qui me ferait quand même grave kiffer. Le Norvégien se balade relativement peu en Europe pour une raison toute bête. C'est que comme il y a de la pyrotechnie à bord, eh bien c'est considéré comme de l'armement. Et il y a des pays sur lesquels un avion comme ça, il faut des autorisations de partout pour pouvoir se poser. Et donc, l'avion circule peu. Il faut peut-être aller en Norvège pour aller le voir voler. Et voir voler un F-104, je pense que c'est un truc à voir. Voilà, vraiment. Et donc, sur ce site-là, Platinum Fighter, il y a d'autres machines vraiment intéressantes à vendre. Il y a le XP82 Twin Mustang qui a été remis en état de vol il n'y a pas très longtemps et qui est en vente. Alors, c'est le Twin Mustang, c'est 2 fuselages de Mustang assemblés. C'est un avion qui a participé à la guerre de Corée. Et en fait, c'est le prototype qui a été restauré. Donc, c'est un avion qui a une valeur, alors là, il n'y a pas indiqué,
mais qui vaut une blinde plus 5. Il y a 4 spits. Alors le prix des spits, ça va entre 2,7 millions de livres pour... c'est des marques 9, hein, ça va entre 2,7 et 3 millions de livres pour des marques 9. Il y a un Spitfire 1A de 1940, lui, il compte 3 250 000 livres sterling. Glup. Bon, alors si vous n'êtes pas en fond, vous pourrez vous rabattre sur un Hurricane. Le Hurricane, il ne vaut que 1,6 million. En plus, je pense que le Hurricane est un petit peu moins pointu à piloter, ça doit être un petit peu plus sécurisant. Si vous aimez les avions très maniés au sol avec précaution, il y a un HA-112 Buron biplace qui vaut 3,4 millions. C'est la version espagnole du Messerschmitt 109, équipé d'un moteur Merlin. Et donc, c'est un avion qui est assez délicat à piloter parce que le moteur Merlin ne tourne pas dans le même sens que le Daimler-Benz d'origine. Or, il y a un calage, il y a des calages, notamment au niveau de la dérive, qui sont adaptés au moteur originel. Et donc, quand on lui met un moteur qui tourne dans l'autre sens, c'est un avion qui a des comportements en vol et au roulage qui peuvent être très, très difficiles. Donc, moi, le Bushon, j'en veux pas. Voilà, mais on me le donne, j'en veux pas. Pour le même prix, 3,4, on peut avoir un TA4J, un Skyhawk, biplace. Donc là, ça va vite. Très bien. Et puis donc, il y a, comme je l'avais dit dans l'article, un CF5D à 2,2 millions de dollars. CF5D Canadair à nouveau. Et puis un Focke-Wulf 190 A8, donc une des répliques récentes. Alors ça vaut 1 300 000 €. Mais le plus intriguant, c'est celui-là. Enfin, c'est un de ceux qui m'a intrigué le plus parce que, en fait, ça, c'est un avion qui, alors lui, par contre, il est flambant neuf. Hein. Il a, au total, alors c'est un avion de pré-série du Phantom, puisqu'il s'appelle F4H1F Phantom. C'est un avion qui a été donc construit avant qu'on les appelle F4, donc avant 1962. Il est livré à l'US Navy en 1959. Il est en vente à 950 000 $. Mais il y a un gros travail pour le remettre en état de vol. Mais néanmoins, il a une immatriculation qui est réservée. Donc ça veut dire que donc il est immatriculable et donc autorisé à être remis en état de vol. Par contre, il y a du boulot. Il est flambant neuf, il a 461 heures de vol. Il a très peu volé parce qu'il a fait pratiquement que des essais pour l'US Navy au début de la carrière des Phantoms. Donc c'est un avion qui a un peu d'historique et qui a été stocké assez rapidement, donc en 1964. Il n'a plus volé depuis 1964. Et c'est un avion qui est historique parce qu'il fait partie des avions qui ont participé au projet Project Sageburner, qui était une tentative de record de vitesse au Nouveau-Mexique en 1961. Je ne sais plus quelle vitesse ils ont atteint, mais c'était un record de vitesse. Au moment de l'entrée en service du Phantom, il fallait marquer les esprits, donc il y a eu un certain nombre de records qui ont été battus, et dont un par le projet Sageburner. Il est en cours de restauration sur le petit aérodrome de French Valley en Californie, un petit aérodrome où on est passé, mais on ne l'a pas vu. C'était dans un hangar chez Aircraft Restoration Service, et comme vous l'avez constaté, donc il a le nez court des premières versions. Le propriétaire indique que l'avion est restauré à 85%, donc il y a encore du boulot à faire. Mais là, faire voler un Phantom, pareil, au niveau technique, c'est quand même un truc qui est réservé à... Alors là, c'est des fondations, c'est des gens vraiment très riches qui pourraient éventuellement l'acheter. Et pour tout dire, je surveille la petite annonce depuis plus... Ça fait au moins 2 ans qu'il est en vente. Pas dit qu'il trouve preneur, en tout cas pour un projet de remise en vol. Peut-être en restauration statique, mais pour une restauration statique, le tarif est un peu prohibitif. Et l'avion qui m'a fait le plus... rêver sur les avions qui sont en vente en ce moment chez Platinum Fighter, c'est celui-là. Donc c'est un A26 Invader. Alors lui, il a une histoire aussi qui est assez marrante. Il n'a pas été bombardier d'eau. Le Sugarland Express, alors je crois que lui, je l'ai vu une fois à la Ferté-Alais dans les années 90. Je n'ai pas retrouvé la photo, mais je sais que j'en ai une. C'est un avion qui était basé en Norvège aussi. Qui venait peu en France en meeting aérien. C'est dommage parce que la machine a des liens avec l'aviation française. Enfin, le A26 en général a des liens avec l'aviation française. Et celui-là est intéressant pour plusieurs points. Bon, c'est un beau Warbird. Franchement, un A26, c'est une belle machine. C'est un Warbird qui a globalement un historique intéressant. Si vous êtes sur un meeting aérien qui a un 26 et si vous avez un bon commentateur, il peut commenter toute l'après-midi en vous racontant les histoires des A26 parce que c'est sans fin, cette histoire. Et cet avion-là en particulier est
un avion vraiment intéressant, parce que c'est un biplace à double commande, et surtout, en fait, c'est pas un A26 stock, c'est un Monarch 26. Alors, le Monarch 26, qu'est-ce que c'est? À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a 2500 à peu près A26 qui sont construits, et il y en a un bon paquet qui partent, mais alors immédiatement à la ferraille, parce que la guerre est finie, les contrats sont annulés. Je crois que les commandes de base pour le A26 aux alentours de 44, je crois qu'il y avait quelque chose comme 9000 avions de commandés, et puis comme la guerre s'arrête, il n'y a plus besoin, donc on coupe les contrats, et ça s'arrête au moment où il y a à peu près 2500 avions construits. Et sur ces 2500 avions construits, il y en a quand même qui ont réussi à rester en service jusqu'en 2004. Et ils ont participé à la guerre de Corée, ils ont participé à la guerre d'Indochine, ils ont participé à la guerre d'Algérie, ils ont participé à Cuba, ils ont participé à un certain nombre de conflits en Afrique, notamment au Biafra, et puis au Congo, et puis il y a eu la guerre du Vietnam, il y a eu les opérations au Laos, et puis en fin de carrière, il y a eu le feu de forêt. Et il n'y a pas eu que ça, parce qu'à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la reprise des affaires, il y a eu un marché qui s'est ouvert sur des avions transformés en avions d'affaires. Donc le A26, avion rapide, il est réputé quand même pour pouvoir semer les avions d'escorte. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a largué les bombes, avec les deux moteurs, là on met plein gaz, et l'avion il trace tout droit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont opéré dans le Pacifique, ils ont opéré sur le théâtre européen. Je crois qu'il y a 7 victoires aériennes contre des chasseurs ennemis, quand même, hein, ce qui est pas mal pour un bombardier. Fin de guerre. Et c'est un avion qui était réputé plutôt performant. Et donc, à la fin de la guerre, ces avions stockés, il y en a un certain nombre qui ont été achetés par des boîtes, et ces boîtes les ont transformés en avions d'affaires. Parce qu'un avion rapide, ça a un intérêt. Et donc, lui, c'est un Monarch 26, on le reconnaît avec ses vitres latérales, là. Parce qu'en fait, à l'arrière de l'avion, il y a une soute qui est aménagée. Alors, on ne va pas dire que c'est du VIP, c'est du VIP des années 50. C'est un confort qui est, on va dire, rudimentaire, mais comme c'est un avion qui vole vite, eh bien, pour des hommes d'affaires, c'était quelque chose d'assez important. Et il y a eu plein de A26 qui ont été modifiés comme ça en avion d'affaires, et pas forcément toujours sur le même modèle. Vous avez le Monarch 26, vous avez les LAS 26, vous avez aussi des avions qui ont été modifiés par la société Onmark. Et pareil, ces avions-là, on mettait à l'arrière donc une espèce de cabine passager pour 5-6 pax maximum, et puis on boostait les moteurs, et puis on avait des avions extrêmement rapides. Et c'est ce qui faisait le bonheur des hommes d'affaires. Le A26, il y a eu des transformations qui étaient un petit peu extrêmes, mais c'est rien à côté des Lockheed PV2 et autres Hudson, où il y a eu des versions, les Howard 500, qui étaient, mais c'était du tuning, quoi. Et là, on avait des avions qui avaient des vitesses, il y avait 100 nœuds de plus que la version militaire, mais incroyable. Donc c'était un marché à part. Et donc ce A26, qui n'est pas un avion qui a combattu, qui est un avion qui a une carrière civile uniquement, est en vente. Et là, par rapport au prix que je vous ai donné d'avions vraiment sympas, il n'est pas cher. 700 000 $, le A26 en état de vol, je dis, c'est pas cher. Donc, s'il y a des gens en France qui ont 700 000 $ à claquer, bon, je sais qu'il y a du A26 en cours de restauration en France et en restauration état de vol. On en parlera peut-être un de ces quatre. Mais bon, voilà. Moi, je dis celui-là. Surtout que, en fait, il était basé en Norvège. Il a été acheté par Meyer Motors à Bremgarten. Il est actuellement en cours de restauration, on va dire. Donc, il est encore en chantier. Alors, est-ce qu'en sortie de chantier, il ne sera pas encore un petit peu plus cher? Mais il n'est pas loin. Bremgarten, c'est juste de l'autre côté du Rhin. Donc, pour le faire venir en France, c'est vachement bien. Et puis, à la limite, si Meyers Motor, l'avion est prêt pour La Ferté ou pour Melun, avis aux organisateurs, montrez-le nous. Faites-le venir, quoi, parce que c'est vraiment une machine. Il y a beaucoup à raconter sur l'Invader. Je pourrais faire une émission complète sur l'Invader. J'avais prévu plus ou moins de faire un hors-série pour le Fana, mais malheureusement, en ce moment, je n'ai pas le temps. Mais il y a des histoires extraordinaires sur ces avions-là, et pas seulement en bombardier d'eau. Hein. Je m'étais penché sur l'histoire d'un avion qui avait été utilisé par la CIA au Laos. L'avion a été utilisé pendant 6 mois. Sur cet avion-là, j'ai un 12 pages qui est prêt. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de photo. Donc, c'est compliqué. Mais l'article est prêt. Ça fait partie des avions un peu fascinants, les Invaders. En fait, c'est un avion qui est paradoxal.
Parce que c'est un avion qui a été très présent, mais qui est finalement 2500 exemplaires pour un avion de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas tant que ça. Et je connais pas le nombre d'exemplaires qui a vraiment été utilisé après-guerre. C'est pas tant que ça. Par exemple, sur les avions français qu'on a utilisés pendant la guerre d'Indochine, qu'on a restitués aux États-Unis après la guerre d'Indochine, et qui nous ont été relivrés en Algérie, comme pour les Corsaires, il y en a qui ont fait les deux. Comment on les compte? Voilà. Celui-là est intéressant comme Invader parce qu'en fait, c'est un TB26 double commande. L'Invader, il est conçu pour prendre la succession des A20 Avoc. Et alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce qu'était le cockpit d'un A20 Avoc. C'est un cockpit monoplace, donc le pilote, il est seul à l'avant. Ils ne sont pas deux, hein, ils sont un. Et donc, le A26 est arrivé pour me permettre d'avoir un bombardier navigateur à côté, un petit peu comme sur les Mosquitos. Mais en fait, c'est un avion qui, à la base, est monopilote. Et donc, il y a quelques versions quand même qui ont été faites avec des doubles commandes, ce qui permet d'avoir quand même de faire l'instruction et d'avoir un équipage à deux, ce qui est plutôt pas mal. On voit que l'instrumentation, elle est de base. C'est un Cessna avec deux moteurs. Bon, deux gros moteurs, mais quand même. Il y a un petit peu d'instrumentation en haut aussi, mais c'est un avion qui, en termes de système, est relativement simple. Enfin, pardon, en termes d'instrumentation de pilotage. Après, les systèmes, il y a de l'hydraulique, il y a des choses comme ça. C'est pas une machine simple non plus à exploiter. Bon, on voit qu'il a été modernisé, il y a un GPS. Bon, bah, ça pour naviguer, c'est quand même bien pratique. Malgré tout, ça reste un avion qui est un peu dans son jus. C'est un avion qui a fait une très longue carrière. Les derniers exemplaires en bombardier d'eau sont mis à la retraite aux alentours de 2004-2005. C'était vraiment les derniers avions de ce type opérationnel. Tout le reste, c'était du Warbird. Il a un défaut quand même qui est assez incroyable pour un bombardier d'eau, c'est que les moteurs qui sont directement sur les côtés, vous n'avez pas de vue sur le côté. Vous ne voyez que le moteur. Et pour des missions de feu, c'est quand même un truc à gérer qui est assez compliqué. Et malgré tout, bah, l'avion a fait une sublime carrière dans ce domaine-là. Donc ça veut dire qu'il avait des qualités de vol ou une facilité de maintenance qui fait que l'avion était facile à opérer. Sinon, on aurait vite disparu parce que c'est quand même un défaut assez gênant quand on fait des missions de bombarder d'eau. Alors, c'était le même cas pour les missions d'attaque. L'avion de la CIA sur lequel j'ai travaillé, c'était un vrai problème pour aller repérer l'endroit pour faire ces missions. Et ces deux gros moteurs sur les côtés, c'est quand même un truc qui vous gâche la vue, quoi. Mais voilà, ça fait un avion avec des lignes d'enfer. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur le sujet. La semaine prochaine, peut-être une émission biblio. Alors, j'ai sorti une pile de romans aéronautiques. Je suis en train d'en lire un actuellement pour me remettre à jour. Mais il y a d'autres possibilités. Si l'actualité nous laisse un petit peu tranquille cette semaine avec des dossiers pas trop chauds, on fera peut-être la semaine prochaine une émission biblio autour d'une thématique. Donc là, je suis bien parti pour parler des romans aéronautiques. Mais ça pourrait être les récits d'eux ou d'autres sujets. On verra, je suis en train de préparer ça. Et puis pour la prochaine monographie, on verra. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un très bon week-end. On se revoit vendredi prochain. Merci de votre attention et de votre fidélité à l'émission. À très bientôt.